Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Merci Isabelle d'approfondir tout ce voyage dans le pays du commerce, ou dans les pays du commerce, puisqu'aujourd'hui nous allons aborder un nouveau champ, le e-commerce, et aujourd'hui tout ce que le monde numérique et tout ce que le XXIe siècle est en train de transformer dans nos vies, dont le monde du commerce. Et donc tu vas présenter Jean-François Lemoine dans quelques instants. Nous avions en introduction, tu avais merveilleusement introduit justement les pays et les différents temps du commerce au cours des âges. Tu nous avais montré le commerce d'hier et d'aujourd'hui avait tellement évolué, mais en fait il y avait quand même des constantes. Ces constantes-là qui nous permettent effectivement d'affirmer que d'abord dans le commerce il y a la relation, dans le commerce il y a la transaction, dans le commerce il y a des dimensions qui permettent effectivement ces échanges de culture, ces échanges bien sûr de marchandises et aujourd'hui de services, mais aujourd'hui nous entrons dans une nouvelle ère. Et je pense qu'avec Jean-François, mais ça je te laisse l'introduction. Alors oui, ce cycle donc, est consacré au commerce dans toutes ses dimensions, avec ses dimensions d'imaginaire, on avait travaillé là-dessus, les dimensions historiques, très importantes. Et là on va aller un peu vers l'avenir avec Jean-François Lemoine, donc, qui est professeur des universités à l'université Panthéon-Sorbonne et qui est vraiment le spécialiste en France de ces questions du e-marketing avec un colloque que tu animes depuis quoi, 12 ans 20 ans. 20 ans, c'est encore pire. 20 ans sur ces questions, donc tu as eu le temps de voir aussi au jour le jour les évolutions du e-commerce, parce que c'est en effet, c'est à peu près 20 ans. Début des années 2000, on commençait à en parler, les fameux sites marchands, où on avait l'idée que tout allait être virtualisé. On avait oublié qu'un truc, c'est que le b.a.-ba, c'était la logistique, et qu'on ne passe pas une paire de chaussures ou un micro-ordinateur par les fils de l'ordinateur. Donc Jean-François va nous compléter ce cycle, qui donc avait été ouvert le 28 septembre, en nous parlant plus particulièrement de la façon dont les points de vente ont repris dans ce contexte digital et figital en fait ces notions de commerce. Donc c'est une belle conférence qu'on va entendre et qui va compléter, qui va continuer à nous faire avancer, comme tu disais, sur ces chemins du commerce. Merci Jean-François. Merci beaucoup de votre accueil. Merci Isabelle, merci François, bonjour à tous et à toutes. Donc je suis très content de ces quelques mots d'introduction parce que ça va permettre justement de voir qu'il y a une forte continuité entre la première conférence d'Isabelle et ce dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Donc il a fallu choisir bien sûr une focale. Et justement, ce que j'ai apprécié dans les mots que vous venez de dire, c'est cette notion de continuité, c'est-à-dire que la position que je vais adopter pendant cette conférence, c'est celle qui vise à montrer que, certes, il y a des outils digitaux qui sont apparus, mais que globalement, la notion de commerce, ses objectifs vont quand même demeurer relativement constants. Et c'est pour ça que j'ai nommé cette conférence avant tout le commerce de l'expérience, en faisant bien la liaison entre ce qui vient d'être dit par rapport d'abord aux travaux d'Isabelle, et de montrer que ce commerce de l'expérience, qui est finalement à mon sens quasiment le seul commerce qui existe aujourd'hui, et bien après avoir vécu de belles années dans l'univers physique, et c'est encore le cas, eh bien, va se poursuivre avec de nouveaux outils dans le domaine digital. Mais pour moi, vraiment le mot-clé, c'est que nous sommes passés depuis la fin des années 90 à un commerce, et c'était très bien retranscrit dans l'ouvrage d'Isabelle et de Blandine Antéglian. Bon, on est passé d'un commerce qui avait quand même pendant très longtemps une fonction utilitaire, et c'était bien normal, une fonction d'approvisionnement, là encore, à un commerce d'expérience, tout ceci s'expliquant
par des raisons macroéconomiques évidentes, c'est-à-dire qu'on assiste à une hyper-saturation des marchés et qu'aujourd'hui, si on est commerçant, si on est distributeur et qu'on pense pouvoir faire affaire uniquement avec son produit, son service qu'on va estimer comme le plus beau, le plus magnifique, ce qui peut dans certains cas être vrai, mais on risque quand même de très vite désenchanter parce que dès l'instant qu'on lance quelque chose, on est confronté à une kyriade de concurrents et donc la question de la différenciation se pose en permanence. Et historiquement, si on regarde un petit peu ce qui a été écrit avec vraiment l'article de référence de Holbrook et Hirschman en 1982, ils nous ont dit quelque chose qui nous paraît complètement évident aujourd'hui, alors qui était loin d'être évident, non seulement pour nos amis économistes, et puis pour ceux qui faisaient du commerce à l'époque, c'est qu'on peut fréquenter un point de vente avant tout pour assouvir des besoins non utilitaires, mais des besoins de gratification, des besoins émotionnels, des besoins de lien social. Et c'est ce qu'ils disent dans leur article. Et si l'on prend l'exemple d'un certain nombre d'enseignes, dont la première, la fameuse Nature et Découverte, qui a ouvert en France comme de par hasard en 1996, c'est typiquement une enseigne pour laquelle il est difficile de dire « je m'y rends parce que j'ai un objectif très précis d'achat », mais « je m'y rends parce que ça fait partie de mon parcours d'achat, ça fait partie de ma balade du samedi et je vais aller flâner, découvrir des produits et encore une fois, pourquoi pas tisser du lien social ». Donc ça, je dirais que c'est bien rentré dans la tête des managers progressivement à partir des années 90. Je vais vous montrer des exemples. Cette idée, donc, le point de vente n'est plus uniquement une source d'approvisionnement, mais au contraire, à partir du moment où on peut plus se différencier par les caractéristiques de l'offre, eh bien, la seule façon de créer de la valeur, c'est de se différencier par la manière dont on vend le produit. L'environnement dans lequel on va vendre le produit, c'est ce que j'appellerai tout à l'heure l'atmosphère du point de vente, devient un facteur de différenciation bien plus important que le produit en lui-même. Et si je reprends l'exemple historique de Nature et Découverte, c'est tout à fait ça. Les produits sont abominablement chers, de 2 à 2,5 fois plus chers que chez les concurrents, mais qu'est-ce qui fait que les gens vont accepter de mettre la main au porte-monnaie? C'est qu'il y a une création de valeur, et cette création de valeur, elle est hautement symbolique, émotionnelle, relationnelle, parce que même si les produits sont de bonne qualité, ça ne justifie quand même pas ce delta. Donc on est sur cette idée de nous sommes passés à une économie de l'expérience. Hein. Nos amis économistes qui aiment bien des fois un petit peu s'emparer de certaines thématiques des gestionnaires, parlent vraiment de l'économie de l'expérience. Et donc moi c'est de cela dont je vais vous parler. Et donc pour moi, le commerce aujourd'hui, c'est un commerce d'expérience, et on verra que finalement le fait qu'on soit à l'ère du digital, du figital ou à l'ère du physique, ça ne remet pas en cause cette logique fondamentale de création d'expérience. Alors on peut trouver quelques exceptions de type de commerce où le recours à l'expérience n'est peut-être pas prioritaire, mais ils finissent par devenir quand même très réduits, ces exemples, parce que, vous l'avez compris, on s'intéresse à l'expérientiel à partir du moment où il y a une hypersaturation des marchés, une multitude d'offres communes. Et c'est quasiment le cas pour l'ensemble des secteurs. Donc très rares sont les secteurs où on peut prétendre qu'il y aurait 2-3 offreurs qui se partagent le marché et qui pourraient encore faire du commerce comme on le faisait au siècle dernier. Alors il y a un auteur que les étudiants connaissent bien généralement parce qu'on conseille son ouvrage, la fameuse Bible, Marketing Management. Donc Philippe Kotler, enseignant-chercheur, consultant, quelqu'un de toujours très dynamique, qui a senti arriver avant tout le monde le poids de l'économie de l'expérience dès les années 70. Et dès les années 70, il conceptualise ce qui, nous, en marketing, est le concept central
quand on veut travailler sur l'expérience, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire une thèse en sciences de gestion et du management sur l'expérience client en marketing, il faut qu'il connaisse la littérature sur ce concept qui est celui d'atmosphère du point de vente. C'est intéressant de voir que déjà tout à l'heure, en préparant la séance, on pouvait évoquer avec des collègues, avec Isabelle, que certains parlaient de climat. Nous, c'est vrai qu'en marketing, ça va être l'atmosphère du point de vente. Et ce concept, il est passé complètement inaperçu dans les années 70, pour la bonne et simple raison que l'hypersaturation des marchés n'était pas encore aussi forte qu'aujourd'hui. Et donc, il a proposé ça, je vais y revenir dans quelques instants. C'est passé complètement, je dirais, à la trappe. Et puis, quand sont arrivées la fin des années 80, le début des années 90, où là, s'est posé la question, mais qu'est-ce qui permet de créer de la valeur pour mes consommateurs? On s'est souvenu de cette idée. Et aujourd'hui, un étudiant qui veut travailler sur le management de l'expérience client, bien évidemment, il va retourner aux sources et on va voir que Philippe Kotler a tout théorisé, tout expliqué clairement et que c'est excessivement simple. J'en profite pour dire, parce que là je fais référence à nos étudiants, qui bien sûr sont très impactés par ces thématiques, que cela fait maximum 5 ans en France que dans les petites annonces, on peut trouver « Recherchons directeur marketing responsable du management de l'expérience client ». Pendant longtemps, l'expérience client, oui, très bien, c'est pas trop qui se charge de ça dans l'équipe marketing. On a maintenant des postes de directeur marketing de l'expérience client, ce qui montre à quel point c'est devenu important. Et puis si vous pensez aux publicités auxquelles vous êtes exposés, je crois qu'il y a une publicité sur 2 qui nous invite à vivre une expérience. Et ça va de la voiture au parfum, et on le verra à Nespresso, qui ne nous parle pas de café, mais qui nous invite à une expérience de dégustation de café, ce qui est un petit peu différent. Et donc, pour créer cette expérience, eh bien, on s'appuie sur ce concept qui est très simple. L'expérience d'un point de vente, et donc l'expérience d'une application mobile, l'expérience d'un site web dont je parlais tout à l'heure, c'est rien d'autre que créer un environnement, une sorte d'artefact, un environnement physique ou virtuel. Et ce qui est intéressant, c'est que la première fonction de ces environnements qu'on crée pour les consommateurs, c'est pas de les influencer immédiatement. On n'est pas du tout dans une logique à la Pavlov, un stimulus, une réponse avec un consommateur qui serait, comme je l'entends très souvent, manipulé, abusé. Pas du tout. La première fonction de l'expérience, c'est d'impacter nos états affectifs. Et on revient sur le poids des émotions, du symbolisme d'Holbrook et Hirschman. Et en effet, on va voir dans tous ces points de vente, la première chose qu'on peut même soi-même ressentir, en positif ou en négatif du reste, c'est une modification d'un état émotionnel. Ça peut passer par l'humeur, ça peut passer par un degré plus ou moins fort de concentration, par un agacement, par un énervement ou un degré de plaisir. Et Kotler nous dit que tant qu'il n'y aura pas eu cette modification des états émotionnels, on ne modifiera pas le comportement. C'est-à-dire que c'est la condition préalable. Je modifie d'abord les états internes pour ensuite influencer les comportements, ce que les psychologues connaissent de longue date. C'est des vieux travaux sur les environnements. Ils appellent ça le modèle SOR. On doit ça à 2 psychologues, Russell et Mehrabian, qui sont des psychologues environnementaux. Nous, on travaille sur l'environnement d'achat, mais c'est la même chose. Donc, c'est le modèle SOR, Stimulus, Organize, Réponse. Et alors ça, c'est vraiment une lecture intéressante parce qu'on va le voir, ça nous permet vraiment de comprendre ce qui se passe et ce qui est mis à l'œuvre par les responsables de points de vente, par les gens qui font du commerce, ce passage d'abord par les états affectifs. Et puis, pour terminer cette rapide introduction sur le poids de l'expérience, ce nouveau type de commerce, bon, on a plein de collègues qui se sont spécialisés sur ce sujet. Je pense à Olivier Badeau qui viendra prochainement dans ce site, donc ça assure une cohérence. Et c'est vrai que cette atmosphère, ces gratifications que nous propose l'expérience client, eh bien, sont souvent interprétées comme des sources de réenchantement de la distribution. Là, ça renvoie aussi aux travaux de Moatti qui nous dit que les gens, ça les fatigue de prendre la voiture pour aller justement
constamment s'approvisionner le samedi. L'achat corvée, il est quand même très, très présent. Il y a là encore une petite allusion au livre d'Isabelle. Et que parmi ce marasme, hein, si on peut essayer de rendre les choses un petit peu plus attrayantes, ça sera toujours bien perçu. Et ça va être la fonction de l'atmosphère, de l'expérience. Alors, souvent, quand on m'adresse à des étudiants, parce que le mot expérience est un mot fourre-tout. L'expérience, c'est l'interaction entre un individu et un environnement. Et donc là, vous avez compris, l'environnement, ça va être ce que j'appelle l'atmosphère du point de vente. Mais même quand on demande aux étudiants, imagine qu'un manager te demande de modifier l'expérience client, par exemple de la FNAC, tu travailles sur quoi en priorité? Qu'est-ce que tu mets derrière? Et on se rend compte que, comme tous ces concepts fourre-tout, si on n'a pas un minimum de conceptualisation, on est un petit peu embêté pour répondre, on peut oublier. Alors tout ça a été stabilisé dès les années 86. Moi je l'ai réutilisé après pour l'appliquer à l'univers du digital, mais dès 86 on a un auteur qui recense les 3 caractéristiques de toute expérience, de toute atmosphère. Donc il va y avoir tout ce qui relève des facteurs d'ambiance, et là on va aller sur un terrain que l'on connaît bien, qui est le marketing sensoriel. On a des choses un petit peu moins connues liées à l'environnement design, et là on va partir sur des choses intéressantes comme quelle est la dimension architecturale que je veux offrir au point de vente, quelle est la lecture sémiotique que je veux donner à mon point de vente. Si on prend l'exemple d'Apple, Apple, très clairement, moi j'ai des étudiants qui m'ont fait de très beaux exposés, qui, à juste titre, présentent les magasins Apple comme des cathédrales de la consommation pour les fans de nouvelles technologies, et ils ont superposé sur des plans les structures d'un Apple Store et de certains monuments de type cathédrale ou grand temple ou église, et c'est à s'y méprendre. Donc le mot n'est pas trop fort, et d'un point de vue sémiotique, ça veut dire quelque chose. Et derrière le design, va se cacher aussi les matériaux qu'on utilise, la manière dont on amène l'individu à se déplacer dans le point de vente. Donc ça aussi, ça va être un élément de l'expérience, j'y reviendrai, mais souvent les marketeurs connaissent un petit peu moins ça, parce que souvent c'est des choses qu'on laisse aux architectes, aux designers, mais on va voir que ça a des effets d'interaction sur les autres dimensions. Et puis une dimension qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'un des éléments essentiels de l'expérience, c'est bien évidemment le personnel en contact, ses interactions avec les consommateurs. Et au-delà de ça, il y a des types d'interactions qu'on oublie souvent d'évoquer pour décrire l'expérience client. C'est également les interactions entre clients eux-mêmes. Je prends l'exemple de Leroy Merlin. Les magasins Leroy Merlin, depuis 2-3 ans, ont créé en leur sein des ateliers. Et vous vous inscrivez gratuitement le samedi pour apprendre comment poser du papier peint, ôter tel ou tel enduit. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens viennent, écoutent bien sûr, mais échangent beaucoup entre eux. Et j'ai beaucoup discuté avec les gens de Leroy Merlin. Eux, avant tout, ce qu'ils veulent, c'est que les gens échangent entre eux, parce qu'on sait qu'une interaction entre monsieur tout le monde a beaucoup plus de crédit qu'une interaction avec une source commerciale. On se méfie toujours du commerçant. Là, ils échangent entre eux, ils se donnent des conseils, et c'est souvent suite à ces échanges, à l'alimentation d'une sorte de tribu, la tribu des bricoleurs, qui vont eux-mêmes s'orienter vers des produits. Et on retrouve ça, bien évidemment, chez Apple Store. Chez Apple Store, régulièrement, vous avez des conférences. Alors tout ça est bien sûr très orienté, pour valoriser tel nouveau logiciel, tel nouveau produit, mais le relais, le bouche à oreille, les ambassadeurs se fait après, à partir des participants. Alors là, en l'occurrence, ça peut être des étudiants ou des passionnés d'informatique. Donc, l'idée à retenir, c'est que nous sommes donc passés à un commerce de l'expérience, indépendamment de l'arrivée d'Internet, et que toute expérience, quand on veut la concevoir, eh bien, on se décompose en 3 grandes masses. Et derrière ces grandes masses, il y a vraiment des outils pratico-pratiques qu'on utilise au quotidien. Alors, pour illustrer tout cela, j'ai pris des cas emblématiques, j'en conviens, mais superbe photo de ce magasin, alors vous connaissez certainement, qui est le magasin Rituals. Rituals, ça vend des produits dermatologiques, mais venir chez Rituals, c'est pas seulement acheter des cosmétiques.
venir chez Ritual, c'est justement se livrer à tout un ensemble de rituels. On est presque dans la logique des rituels liés au bouddhisme, liés au bien-être, à la sérénité. Et avant de parler des produits, avant de parler de leur prix, ce qu'on va mettre en évidence, eh bien, c'est ce climat, cette atmosphère qui vraiment, vous voyez, va au-delà de tout ce qu'on va vous vendre après. Donc c'est une immersion dans des codes qu'on pourrait apparenter à des codes religieux, à des rituels, et la manière dont les employés s'adressent à nous, la manière dont ils nous font utiliser les produits, rappelle ces rites religieux, ces rites bouddhistes, tournant autour d'abord de « je fais attention à moi ». Quand je vais chez Rituals, avant d'acheter un produit, je vais, et c'est ça l'expérience, prendre soin de moi. Donc ça, c'est intéressant. Bien évidemment, j'y ai fait référence, mais on ne pouvait pas les oublier. Une photo de chez Nespresso. Bon, moi, je le dis souvent à mes étudiants, c'est quand même assez fantastique. Nespresso vend du café, mais quand vous vous rendez chez Nespresso, on vous parle de tout sauf de café, parce que l'importance, c'est l'expérience, et là, une expérience à caractère social, que Nespresso vous permet d'atteindre. C'est-à-dire qu'en venant chez Nespresso, vous accédez, tout ça c'est de la perception, c'est de l'imaginaire, mais c'est là où se situe la création de valeur, vous accédez à un statut social qui n'est pas votre statut social du quotidien. Il y a ceux qui ont les moyens de venir chez Nespresso et il y a les autres. Ce qui ne veut pas dire que c'est une histoire de finance, parce qu'on peut avoir un revenu limité et économiser pour se permettre de vivre cette expérience. Et ce qui est assez fascinant, c'est que Nespresso a utilisé tous les codes du luxe pour les approprier à la grande consommation. Et alors, ce qui est emblématique, ce sont ces grands tableaux que vous voyez sur les murs, composés de capsules, et c'est vrai que ça devient des œuvres d'art. Vous avez l'impression, vous êtes dans un musée. Mon ami Olivier parlerait d'une muséification de l'offre. Et tout ça est vraiment très logique, pensé, éprouvé par les managers, parce que dans leur flyer, où ils présentent les caractéristiques du produit, on ne parle pas de capsules de café chez Nespresso, on parle de grands crus. Donc on voit qu'on a tout un univers du luxe qu'on s'est approprié, qu'on met au service du produit, et voilà, vous ne venez pas consommer du café, vous venez vivre une expérience de luxe, et du reste c'est cohérent aussi avec les stars qu'ils utilisent dans leur campagne de communication. Donc il y a cette idée de upgrader notre statut social l'espace d'un moment. Et puis c'est sans compter aussi qu'on sera soi-même ambassadeur par rapport à ses amis. Comme je disais, il y a ceux qui achètent, il y a ceux qui ne peuvent pas. Et puis un dernier exemple sur lequel je travaille assez souvent et que je trouve très, très ludique, la dimension ludique fait partie de l'expérience. Lush. Alors Lush, c'est fantastique. Vous passez la première fois devant une vitrine de Lush sans savoir ce qu'il y a dedans, et puis on vous dit qu'est-ce que tu viens de voir dans la vitrine, et bon, on répond tous, je viens de passer devant une boulangerie, une épicerie. On y vend du cosmétique, mais à la coupe, et présenté sous forme de gâteaux, de macarons, de gelées. Tout nous invite à consommer des produits qui ne le sont pas. Et l'expérience de chez Lush, parce que faut toujours revenir à l'expérience, c'est bienvenue dans une épicerie du siècle dernier, mais avec ce paradoxe, une épicerie des cosmétiques. Mais vous voyez, ce qui est important, et ça aussi c'est un message très fort que moi j'essaye de faire passer à mes étudiants, comme je le disais, on a abandonné, pour des raisons macroéconomiques, l'époque de un point de vente serait exclusivement un lieu d'approvisionnement. On est dans l'idée, un point de vente, c'est un lieu où on vit une expérience. Et pour aller encore plus loin, moi, quand je demande aux étudiants de faire des analyses, un peu de type ethnographique de ces enseignes, je leur demande quelle est la fonction narrative du point de vente. Et ça, c'est vraiment là où se crée actuellement la valeur. C'est-à-dire que maintenant, les points de vente nous racontent une histoire. Alors, on y adhère ou pas. Après, c'est une histoire de segmentation des marchés. Mais Lush, c'est ça.
c'est bienvenu dans une épicerie. Et du reste, les gens, c'est la fonction sociale de tout à l'heure, sont habillés comme des épiciers. On retrouve sur les murs les typographies, les écritures à la craie comme chez les épiciers. Et vous voyez là sur cette photo, les produits, là on pourrait presque de loin avoir l'impression qu'on a vendu là, des légumes, des fruits et légumes, etc., etc. Donc quelle est la fonction narrative du lieu? Ça c'est quelque chose auquel il faut vraiment s'intéresser. Alors tout ça c'était donc l'expérience physique, et puis bien évidemment c'était un petit peu l'objet de ce dont on souhaitait aussi parler aujourd'hui, le digital qui est arrivé, Internet massivement. Bon, là j'ai mis quelques chiffres, parce qu'on ne peut pas éviter ces tendances. Donc ce sont les chiffres pour la plupart de la FEVAD, premier trimestre 2021, plus 15% des hausses de vente sur Internet. Bien évidemment, il y a eu un effet Covid, mais ça continue à conforter des tendances qu'on avait repérées avant. Bon, un secteur qui pèse lourd, vous voyez, 30 milliards d'euros. Et puis, et on va retomber sur la même logique de la différenciation, un nombre de sites marchands qui, en moyenne, augmente de 10 à 15% par an. Chaque année, il y a 10 à 15% de nouveaux sites marchands. Et par conséquent, la question qu'on se posait tout à l'heure pour les points de vente de la différenciation va se poser pour les sites web et même les applications. Vous voyez, maintenant on a quasiment un Français sur deux qui fait ses achats depuis son mobile. Donc même si moi je vais concentrer mon discours, plus un choix ça, sur l'expérience sur des sites web qu'on peut encore utiliser via son ordinateur, il y a tout un champ là, qui se développe via les applications mobiles, mais finalement le raisonnement est le même. Après c'est juste des contraintes d'ergonomie, de taille d'écran, j'y reviendrai un petit peu. Donc, les questions que je souhaitais soumettre aux étudiants, c'était de dire, voilà, je viens de vous présenter ce que j'appelle le commerce de l'expérience dans l'univers physique, mais qu'en est-il du commerce de l'expérience à l'ère du digital? Et s'il existe un commerce de l'expérience à l'ère du digital, est-ce qu'on retrouve les trois fameux leviers que je vous ai présentés tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui relève du marketing sensoriel, c'est-à-dire les facteurs d'ambiance, tout ce qui relève du rôle des employés, les facteurs sociaux, et tout ce qui relève de ce que j'ai nommé tout à l'heure, le design, de l'architecture, de la structuration. Et on va voir qu'en effet, on peut déjà donner la réponse. La réponse, ça va être oui, bien sûr, à cette question, c'est-à-dire qu'on va voir que les gens de marketing se sont emparés des mêmes outils, que les technologies ne vont être là que pour faciliter l'organisation sur le web de la création de valeur pour maintenant notre internaute. Mais que sur le fond, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'apparition de levier d'action qu'on n'aurait pas dans la vie physique. Seuls les outils changent. Et donc, c'est ce que j'ai résumé, quelles sont les sources de différenciation, de création de valeur. Que l'on travaille en marketing, en système d'information et beaucoup en interface homme-machine, ça c'est quelque chose auquel il faut sensibiliser nos étudiants. Il y a beaucoup de travaux intéressants dans le domaine des interfaces homme-machine. Ils sont beaucoup plus en avance que nous en marketing. Eh bien, on trouve le concept, le frère jumeau de l'atmosphère, mais dans l'ère digitale. Et donc depuis 2004, c'est un concept qui est totalement stabilisé, donc ça va quasiment maintenant faire 17 ans, qui est celui de web atmosphère. On peut le retrouver sous le terme d'atmosphérix, mais c'est exactement la même idée. Et du reste, vous vous souvenez tout à l'heure de la définition fondamentale de Philippe Kotler, qui posait les fondamentaux de l'expérience physique. Là, vous avez quasiment pour moi un copier-coller de la définition appliquée au virtuel. Vous voyez, on nous dit que c'est toujours des environnements qu'on développe. Et tout à l'heure, il fallait créer des effets sur les états émotionnels. Et bien là, il dit la même chose. On va créer des états positifs au niveau cognitif, émotionnel. Pour faire quoi? Tout simplement pour faire réagir favorablement nos internautes. C'est ce que disait Kotler tout à l'heure. Donc, on est à 30 ans d'écart, 31 ans, mais on voit que sur le fond,
il n'y a pas de changement. Et finalement, cette grille de lecture, là, on a l'impression que c'est le même dessin que tout à l'heure. Ben oui, moi je me suis amusé à l'appliquer, donc à le décaler à l'univers du digital. Ben, j'ai mis Web Atmosphère à la place d'Atmosphère du point de vente, mais lors d'une étude qualitative menée maintenant il y a plus de 13 ans, hein, où j'interrogeais les internautes sur quelles sont les dimensions auxquelles vous êtes sensibles quand vous allez sur le web, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et bien, suite à une analyse de contenu très simple, eh bien, on retrouvait les éléments de ces 3 groupes. Alors bien évidemment, les facteurs d'ambiance, on est d'accord, la palette des stimulations sensorielles est encore aujourd'hui plus large dans le physique que dans le virtuel, mais sachant quand même que dans le virtuel, on utilise de plus en plus maintenant tout ce qui relève de la réalité augmentée, tout ce qui relève de la 3D. On visite maintenant des appartements à louer, à acheter, non pas physiquement en allant chez une agence comme autrefois, c'est presque l'ancien temps, mais les étudiants, eux, ils choisissent leur studio à partir de visites en réalité augmentée. Donc, on voit qu'il y a quand même, dans la dimension ambiance, des choses un petit peu nouvelles. Environnement design, on va le revoir tout à l'heure. Alors ça, c'est encore un champ où les informaticiens, où les programmeurs occupent un espace important, parce que là, on est vraiment sur l'architecture du site. Hein, donc, quelles sont les arborescences, le degré de complexité plus ou moins important du site, les degrés de sophistication des menus. Bon, on est dans cette dimension. Et puis l'environnement social, c'est toujours la même idée, mais il y a plein d'outils nouveaux, grâce au digital, qui nous permettent d'interagir avec l'entreprise. Bon, bien évidemment, les forums, les réseaux sociaux. Ça, c'est des nouvelles dimensions, mais c'est toujours la logique de l'interaction, soit client-client, soit client-vendeur. Hein. Et ce qu'on verra tout à l'heure, parce que j'ai travaillé là-dessus et que ça m'intéressait, eh bien, notre vendeur traditionnel, il est maintenant dans la sphère digitale, hein, pas partout, heureusement, remplacé par ce qu'on appelle des chatbots ou des agents virtuels. Et on va voir que là, il est clairement dans les interfaces homme-machine. Hein. Quelle représentation une marque doit-elle donner à son chatbot, à son agent virtuel, pour qu'il y ait une congruence entre la marque, son univers sémantique et la perception qu'on aura de cet agent virtuel. Et puis, ce qui fait partie de l'environnement social, c'est bien sûr les avis clients. Et là, encore un champ de recherche et d'application pour les étudiants qui est majeur. Hein. On sait que maintenant, la plupart des entreprises fabriquent leurs vrais faux avis clients, et je vais vous donner des résultats alors, qui sont ludiques, qui parfois, on peut dire, ça découle du bon sens, mais ça c'est aussi un message que je fais souvent passer aux étudiants. Toutes ces dimensions-là, que ce soit de l'atmosphère ou de la web atmosphère, sont très simples. Hein. On sait tout ce que c'est qu'une odeur, une musique, un avis client, un agent virtuel, mais ce sont des outils très dangereux si on les utilise sur la base de l'intuition ou de l'imagination. Quelqu'un qui se lève le matin en disant « Tiens, j'ai vu que chez les concurrents, leur fond d'écran c'était bleu clair et moi je vais passer de jaune à bleu clair et ça n'a aucune incidence », c'est vraiment pas comprendre tout ce qui se fait. On va voir que la moindre modification dans toutes ces dimensions de l'expérience modifie substantiellement toutes les réactions. Et à partir d'une bonne idée, tiens, je change une musique, une typographie, on peut arriver à des effets mais opposés, voire même catastrophiques, parce que ça a été perçu pas du tout comme on l'envisageait. Donc ce sont des outils à manier vraiment avec des pincettes, et c'est pour ça que c'est ce que je dis aux jeunes des écoles qui veulent travailler dans ce domaine. On fait beaucoup de ce qu'on appelle d'A/B testing hein, dans ce domaine. C'est le domaine par excellence de l'expérimentation. Et c'est vrai qu'en entreprise aujourd'hui, quand on fait du digital, on passe notre temps à tester des versions bêta, des versions gamma, et là il y a vraiment toute une série de métiers intéressants. Alors pour illustrer cela, ben voilà, j'ai repris ces fameux facteurs, hein, vous avez compris, ambiance, design, social, avec vraiment d'abord quelque chose de tout simple, hein, mais le simple fait de modifier la couleur d'un avis client. Sans grande surprise, mais c'est culturel, le rouge
dans la plupart des pays, hein, culturellement parlant, c'est associé à l'interdit. Et quand on compare ce qu'on appelle le pouvoir de persuasion d'un message, d'un avis client, ce qu'on appelle aussi sa valence, hein, sa tonalité, eh bien, à contenu identique, le même message avec un fond de couleur rouge qui nous rappelle certainement au fond de nous des interdits, eh ben, est perçu comme plus négatif, a un impact beaucoup plus fort que le même message sur un fond blanc. Bon. Et de la même façon, quand on soumet des gens avec des avis plutôt de couleur rouge par rapport à des avis classiques, et qu'ensuite, après avoir lu les avis, on demande aux gens qui ont lu ces avis ce qu'ils pensent finalement du prestataire qui a été évalué. On voit ça beaucoup hein, pour les évaluations des restaurants, des hôtels. Eh bien, l'évaluation des prestataires, c'est là où ça a un effet, du fournisseur, va être plus négative suite à une exposition à ce type d'avis. Bon, c'est du bon sens, mais ça mérite d'être vérifié. Et bien évidemment, le feu rouge l'interdit, le feu vert, eh bien, c'est l'autorisation, si on reprend vraiment les codes du code de la route. Et un avis négatif a un poids bien plus fort avec un fond rouge qu'avec un fond vert. Et inversement, si vous avez un message positif à faire passer, c'est l'avis avec fond vert qui va l'emporter en termes de crédibilité, de pouvoir de persuasion sur l'avis fond rouge. Bon, donc ça va un peu dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est minimaliste, sauf que ça peut générer parfois quand même des erreurs, parce que tout ça va très vite hein, en termes de perception. Ça se joue à des milliers de secondes. Autre facteur d'ambiance, on travaille beaucoup là-dessus à Paris, et beaucoup moins dans les univers physiques, cette dimension, la typographie. Bon, donc ça c'est, là encore, vieux comme le monde, hein, la typographie, on connaît ça très bien dans l'imprimerie, on connaît ça très bien dans le design. En marketing digital, on en parle un petit peu moins. Et alors, une des dimensions de la typographie, et qui pose des questions importantes aux concepteurs de sites, c'est comment je dois présenter des produits sur mon site. Parce que la présentation des produits, c'est une dimension typographique. Et alors là, on a une question toute bête, hein, qu'on a déjà résolue dans l'univers physique. Hein, on est en plein dans du merchandising. Est-ce qu'il faut mieux une présentation horizontale versus une présentation verticale? Est-ce que tout ça a finalement un effet? Est-ce que tout ça n'en a pas? On va voir que ça en a plutôt. Et on a mené un certain nombre d'expérimentations. Alors là, c'était sur un produit de grande consommation, des achats de brosses à dents électriques. Et vous voyez, on est sur deux types de présentations qui n'ont rien à voir. Et c'est vraiment pas ça des préoccupations théoriques, c'est vraiment des préoccupations managériales, parce que tout à l'heure je vous parlais qu'il y avait le commerce sur ordinateur, les sites, mais il y a nos Français qui à 48% achètent sur le smartphone. Et la question du scrolling, elle n'est pas neutre. Et là, vous voyez que bien évidemment, je n'invite pas l'internaute à scroller en quantité identique selon telle ou telle version. La version verticale, de facto, amène une activité de scrolling plus importante que l'horizontale. On a comparé ça sur des sites absolument identiques, donc quelque chose de très propre sur le plan méthodologique, donc horizontal versus vertical, et on trouve des résultats intéressants, d'abord parce que certains... on ne les avait pas anticipés, et surtout parce que ça va créer, c'est des sources de création de valeur. Alors c'est la présentation horizontale qui l'emporte dans chaque cas, bon, ça faut le savoir, et on l'a vérifié après aussi bien sur mobile phone, smartphone que sur les sites classiques, mais ce qui est intéressant c'est de voir où est-ce que ça impacte l'internaute, et où peut-on créer de la valeur, ou au contraire en réduire si on ne fait pas attention. Bon, les gratifications émotionnelles, le plaisir éprouvé lors de la navigation, clairement, plus important quand il est associé à une présentation horizontale, les gens ont préféré. Bon, il y a une dimension affective là. Donc ça, c'est pas neutre, parce que ça veut dire que c'est une forme de gratification que vous offrez à votre internaute. Hein. Plus important, et là c'est ça qu'on n'avait pas anticipé,
cette petite dimension typographique dont on pensait qu'elle se limitait à de l'esthétisme, elle va avoir un effet direct sur l'idée que l'on se fait de la qualité de l'information. Là, ça pose quand même des questions intéressantes, parce qu'on est carrément sur la crédibilité perçue de notre offre, donc, qui est une dimension purement rationnelle, cognitive. Donc je réussis à impacter des croyances fortes à partir d'une dimension esthétique que je pourrais juger mineure. Moi, les gens qui me disent oh, « tout ça c'est un gadget », sauf que j'ai les chiffres qui montrent qu'avec une présentation verticale, la crédibilité accordée à l'information donnée chute de manière drastique. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Donc ça va dans le sens de notre présentation horizontale. Et puis on a même été un petit peu plus loin. Alors je ne rentre pas dans le détail de tous les tests statistiques qu'on a fait, mais on en a fait beaucoup. Et on a testé ce qu'on appelle des effets en chaîne, des effets médiateurs, parce que vous pourriez me dire, bon, tout ça c'est bien gentil, vous générez plus de plaisir avec l'horizontal que le vertical, so what? Et bien so what? C'est qu'à partir du moment où le degré de plaisir généré grâce à une présentation horizontale augmente, eh bien la variable tout de suite après qui est influencée, c'est quoi? C'est le temps de visite et c'est l'intention d'achat. Donc conclusion, si vous voulez que vos internautes restent plus longtemps sur vos pages, et en restant plus longtemps et une probabilité d'achat plus forte, là encore, on a une information qui me semble importante. Et pareil pour cette qualité perçue de l'information, ma présentation horizontale augmente, majeure la crédibilité associée à la qualité de l'information, et ça conditionne mon intention de revenir. Donc vous voyez, ça, c'est vraiment des sources de création de valeur, de fidélité, intention d'achat qui augmente, et d'effet sur les comportements effectifs, le temps de visite. Alors ça, c'était pour vous montrer que voilà, ces facteurs d'ambiance, bien évidemment, dans le commerce d'expérience digitale, il faut connaître ces effets. Alors j'ai pris un site que je présente souvent aux étudiants, ils adorent. Je ne sais pas ce que ça donne là, oui, vous connaissez tous ça par cœur, hein. Michel et Augustin, ça c'est, j'en ai fait une petite étude de cas même, ça si on a envie de passer 2 heures, 3 heures agréables avec des étudiants, on leur demande de faire l'analyse de l'expérience client chez Michel et Augustin, parce que leur, ils ont vraiment fait tout ce qu'on peut imaginer, alors des fois même de manière très contre-intuitive, hein, mais parce que là encore, tout ça est au service de la fonction narrative. Michel et Augustin, avant de nous dire que ce qu'ils proposent, ce sont des produits plus ou moins, c'est des produits de qualité, mais avant de nous parler de la qualité de leurs produits, des spécificités de leurs produits, non, ils nous invitent à une balade ludique et, je dirais, à de la régression. Hein, parce que ce n'est pas spécialement les jeunes, les adolescents qui achètent Michel et Augustin, hein, c'est très cher, on est plutôt dans une population qui se fait plaisir à un moment donné à régresser et à retrouver des comportements un petit peu enfantins. Et je trouve que ce site, il illustre vraiment ça. On est quasiment dans l'univers de la bande dessinée. Donc là, on ne le voit pas vraiment, mais tous les choix typographiques, les expressions utilisées, voilà, on est dans un cartoon généralisé. Et même les choses très sérieuses, ils en font des choses ludiques. L'exemple de cette community manager hein, qui nous dit « j'ai peaufiné ce chouette site, vous allez y retrouver des mentions très très légales, très très sérieuses, mise en scène de tout ce qui se fait dans l'entreprise, mise en scène des coulisses de l'entreprise, mais tout ça de manière complètement ludique. » Bon, et là on voit comment la typographie est venue renforcer cette histoire, cette fonction narrative. On a toute une sémiotique de l'enfance, de la régression, de l'univers de la bande dessinée. Alors quelque chose qui est en train de prendre une place très importante dans le commerce digital en ligne, et là encore, tout ça peut paraître très étrange, c'est l'utilisation des emojis, alors utilisation volontaire. Il y a l'utilisation des internautes qui viennent donner leur avis, mais je vous ai dit, la plupart des avis sont des avis falsifiés, travaillés. Et pourquoi on utilise de plus en plus ces emojis? Il y a quelques arguments. D'abord, ils expriment parfois ce que les mots ne peuvent pas dire. Ils sont globalement universels. Je
Je dirais pourquoi. Universel, c'est trop fort. Ils sont globalement universels, il faut mieux quelques petits dessins qu'un long discours, mais surtout, on a vu qu'ils renforcent une sorte de proximité avec l'audience. Mais au-delà de ça, et là, c'est une tendance lourde du commerce digital, c'est bien évidemment l'arrivée massive du big data qui est partout dans notre quotidien. Et avec le big data, apparaissent des méthodes d'analyse massive des données des individus, et donc des internautes, et donc des clients. Et donc, on a des méthodes très sophistiquées aujourd'hui, avec des noms que les étudiants connaissent peut-être, hein, le machine learning, le deep learning. En gros, ce sont des techniques qui permettent, là où nous, on était contents il y a 10 ans encore d'avoir des échantillons de 200 répondants, là, vous faites ce qu'on appelle du scrapping, c'est-à-dire que en maîtrisant bien certains logiciels, vous avez des bases de données de 20 millions d'avis clients. Rien que ça. Et sur la base de ces 20 millions d'avis clients, vous faites de la prédiction, puisque le big data, c'est de la prédiction et de la prédiction très fine. Eh bien, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré, et ça a été appliqué à plein de secteurs, que ces emojis qui sont utilisés dans les avis clients, quand on les capte par millions, eh bien, ça permet de faire ce qu'on appelle de l'analyse de sentiments, et ça permet de prédire exactement les comportements d'achat effectifs des individus. Ou leur comportement d'achat, ou ça a été beaucoup utilisé aux États-Unis lors de la campagne présidentielle avec Donald Trump, on peut prédire les attitudes, les intentions, avec la simple utilisation de ces petits personnages, mais qui, quelque part, traduisent des tendances. Et quand vous avez 20 millions d'avis clients que vous avez été récupérés sur TripAdvisor, c'est ce que fait notre ami Christophe Benavent, là, qui est devenu un passionné depuis 2-3 ans de toutes ces méthodes, il arrive à prédire à la virgule près ce qui va se passer en N+1 mois, N+2 mois, N+3 mois. Et ça, c'est une des tendances du commerce digital de demain, sur Internet, hein, c'est-à-dire cette aptitude à prévoir et donc du coup, bien évidemment, à aller méga cibler les personnes pour que ces prévisions aient lieu. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve d'assez intéressant parce que là encore, on ne s'y attend pas. Ça peut paraître gadget. Alors les facteurs sociaux, vous vous rappelez, hein, voilà, je reprends, je déroule, hein, les facteurs sociaux nous avaient aidés à créer des expériences physiques dans les points de vente. Et bien là, sur Internet, les facteurs sociaux qui se développent, déjà il y a plus de 10 ans, massivement, c'est ce qu'on appelle l'agent virtuel, l'agent intelligent ou l'agent conversationnel, qui est en train d'être remplacé pour des raisons de coût par des chatbots. Alors chatbot, agent conversationnel, c'est la même chose, sauf que le chatbot, vous le voyez, j'en ai mis quelques exemples, j'en montrerai tout à l'heure, sauf que l'agent virtuel, pardon, il a une représentation graphique. Le chatbot, c'est juste la possibilité de rentrer du texte et c'est un échange. Alors on va voir quand même que l'apparence physique de l'agent a des effets substantiels sur les réactions. Et puis il y a des tas de recherches, et ça se fait beaucoup en entreprise, où on se pose la question, par exemple, si je m'appelle Nespresso et que je veux communiquer via un agent conversationnel, quelle est la représentation la plus adaptée compte tenu des valeurs de ma marque? Et donc on va travailler sur la congruence entre les valeurs de la marque, le positionnement de la marque et l'expression de l'agent virtuel. Et on verra que la tendance, c'est plus du tout des agents comme ceux que je vous projette là, mais c'est des agents beaucoup plus anthropomorphisés, c'est-à-dire qu'on confond quasiment avec des personnages humains. Et l'agent conversationnel qui s'appelle Inès de Nespresso, c'est totalement ça, mais je vous en dirai 2 mots tout à l'heure. Les internautes ont des attentes particulières vis-à-vis de ces chatbots, vis-à-vis de ces agents virtuels. Et là encore, on est sur des travaux très très anciens. On est sur de l'interface homme-machine. Les premiers travaux d'interface homme-machine, on remonte avec les travaux des années 50 de Turing, et toute la littérature se trouve plutôt là. La première question
que nous posent les clients, c'est « Bon, moi je suis prête à l'utiliser, hein, votre chatbot, votre agent virtuel, mais c'est quoi sa valeur ajoutée par rapport à ma visite sur le site ?» L'anthropomorphisme, alors ça, il y a vraiment une demande très forte. Et alors il faut savoir que tout ça coûte excessivement cher. Implémenter un agent virtuel, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros sur un site web ou sur une application mobile. Et ce sont des millions de lignes faites par des programmeurs. Pourquoi? Parce que pour que le personnage vous regarde, ait une gestuelle en cohérence avec son langage, bref, qu'il ressemble à un humain, c'est très compliqué. Et vous avez peut-être le souvenir, il y a 10 ans, d'avoir essayé de converser avec ces agents. Il y en avait un sur la SNCF, sur la FNAC, et très vite, quand on leur posait des questions, ça bloquait, et ils vous renvoyaient, ce qui est détestable, sur des pages du site web, et toute la fonction sociale qui était censée être là, parce que pourquoi on a décidé de mettre ça? Parce que les gens, pas tout le monde, mais il y a une partie des gens qui nous disent « Moi, je veux bien acheter sur Internet, mais je ne veux pas être seul, j'ai peur, je m'ennuie, et puis j'ai aussi peur pour ma carte bleue, j'ai besoin d'être réassuré. » Bon, c'est pour ça, hein, chez les jeunes, il n'y a pas cette problématique. Chez les plus âgés, elle l'est beaucoup plus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les gens sont en attente de certains types de physique par rapport à certaines caractéristiques de produits et de marques. Et alors, j'ai découvert que dans les années 70, il y a un informaticien, un japonais, qui s'appelle Mori, M-O-R-I, qui a élaboré une théorie, j'en parle là, qui est la théorie de la vallée dérangeante, que je ne connaissais pas du tout. Alors, les ingénieurs connaissent ça très bien. C'est-à-dire, si vous avez un robot, ou donc ici une interface homme-machine, que vous souhaitez l'anthropomorphiser, ça ne va pas se faire en une journée. Hein. Vous l'avez compris, c'est plusieurs années de travail. Hein, au début, vous allez lui mettre la parole, et puis après la parole, vous allez avoir une gestuelle plus sophistiquée. Et le but, c'est que ça tende vers l'humain. Mais le problème, c'est qu'entre la première version, qui est assez robotique, et la version finale, il y a toute une marge de progression qu'il va nommer la vallée dérangeante. Pourquoi? Eh bien parce que ce que n'aiment pas les consommateurs, et ça vaut pour la robotique, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire l'espèce de robot qui est moitié humain, moitié robot. Les gens, ça leur fait peur. Ça leur fait peur, ça leur rappelle la mort, ça leur rappelle des situations de handicap. Et en gros, les gens, ils préfèrent soit un robot qui assume sa posture de robot, je sais que c'est un robot et je ne me fais pas d'illusions, soit c'est un humain, mais il a intérêt à être drôlement bien anthropomorphisé, parce que l'entre-deux, j'aime pas. Et l'entre-deux, c'est hyper important, parce que c'est tout l'argent que l'entreprise va mettre, c'est le chemin de progression. Et des fois, plutôt que de faire quelque chose qui tombe en plein dans cette vallée dérangeante, il faut mieux assumer la posture robot. Et au Japon, ils l'ont bien compris, ça. Hein. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent d'autre, nos consommateurs? Ben voilà, que ces agents aient quand même un relatif degré d'expertise, la rapidité de réponse, la langue, le degré d'interactivité. Ok. Alors, les premiers agents virtuels pouvaient avoir cette apparence. Donc, ça paraît déjà le Moyen-Âge, alors que ça n'a pas plus de 10 ans. On avait travaillé avec Artisans du Monde dans le commerce équitable, c'était leur site, et ils se posaient la question, hein, est-ce que ça vaut le coup d'investir ou pas? Parce que, je le répète, c'était à l'époque 50 000 €, et c'était proposé par une société, elle est écrite là en petit, c'est la société Davy, qui est située à Puteaux, et dont le métier, c'est de proposer des portefeuilles d'agents virtuels. Donc vous venez les voir, vous dites, voilà, je suis lycédé, je veux un agent virtuel, qu'est-ce qui représente le plus mes valeurs? Donc ils ont des portefeuilles énormes. Et ce petit agent qu'ils avaient nommé Chloé, suite à des études qualitatives très sophistiquées, aussi bien auprès des clients d'Artisans du Monde qu'auprès des responsables de communication, il avait fait l'unanimité et on avait considéré que cet agent, si on devait l'implémenter, bah, il serait adapté au commerce équitable qui est associé quand même à la jeunesse. Hein, on parle de tout ça, le développement durable, l'écologie, c'est pour les générations futures. Et tout ça était cohérent avec ce petit personnage qui donc vous accompagnait en permanence lors de votre navigation. Et donc on a refait de l'A/B testing. Vous voyez, l'A/B testing, c'est vraiment... moi j'adore faire travailler mes doctorants là-dessus, parce qu'une fois que vous savez créer les sites, bon, bah, vous voyez, hein,
vous voyez version avec, version sans, et il n'y a rien d'autre qui bouge. Hein. Donc tout est constant. Donc là encore, bien évidemment, des échantillons importants, totalement homogènes sur le plan des caractéristiques, de l'âge, tout ce qu'on veut. Et résultat intéressant, parce que c'était vraiment la question que nous posaient les entreprises, est-ce que tout ça, c'est pas de la fumée? Ces agents virtuels génèrent, par rapport aux sites qui n'en contiennent pas, plus de confiance. Et ça les intéressait beaucoup. Un site avec agent génère plus de confiance. Et alors, à la question qu'ils n'ont pas manqué de nous poser, dire ok, vous nous dites que ça génère de plus de confiance, mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir plus de confiance dans quelqu'un? Heureusement, en sciences de gestion et du management, mais aussi en psychologie, dans plein de travaux, on sait mesurer la confiance sur plusieurs facettes. Et traditionnellement, même dans les relations interpersonnelles, j'ai confiance en quoi? J'ai confiance dans les gens que je juge crédibles, intègres, c'est-à-dire qui prennent en compte d'abord mon intérêt avant le leur, et bienveillants. Et ça, on l'a mesuré. Donc, ce simple petit personnage-là, que vous avez vu, a crédibilisé l'enseigne, a permis à l'enseigne d'être perçue comme plus intègre, ce qui n'est pas inutile quand on vend du commerce équitable, et est parue comme plus bienveillante. Donc, là encore, vous comprenez, création de valeur. Parce que par rapport à des concurrents qui ne le feront pas, vous voyez, là, je peux prétendre que j'augmente ces dimensions. Et on ne s'est pas arrêté là, bien évidemment, toujours à la question, mais à quoi ça sert de générer plus de crédibilité, d'intégrité, de bienveillance? Eh bien, on a la réponse, parce que automatiquement, il y avait derrière toutes les intentions comportementales qu'augmentaient. Plus d'intentions d'achat, plus d'intentions de recommander l'enseigne, plus d'intentions de recommander le site. Et ça, c'était intéressant, parce qu'une des thématiques du commerce digital actuellement, c'est bien évidemment cette fameuse omnicanalité dont on parle sans arrêt, c'est-à-dire c'est le passage d'un device au point de vente, le passage du point de vente à son smartphone, tout ça dans une expérience que Régine Valens qualifie de sans couture. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'expérience positive que vous offrez sur le site peut aussi se traduire par l'envie de recommander l'enseigne. C'est typiquement la stratégie qu'on connaît Web to Store. Inès, je vous en parlais tout à l'heure, vous voyez, elle est beaucoup plus sophistiquée, là, elle est un petit peu sombre, mais vous voyez quand même qu'elle est très anthropomorphisée, Inès, et une des choses qui a été testée, au-delà donc là de son apparence très, très humaine, la voix. Ça, c'est vraiment des choses qui se développent, vous allez voir plein de travaux sur voice, commerce voice, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on peut nous vendre via la voix. Bon, on était déjà habitués, hein, quand on téléphone à la sécurité sociale, à SNCF, on est en contact avec des interfaces plus ou moins exaspérantes, vous connaissez ça, mais vraiment il y a des travaux intéressants sur quelle voix faut-il donner à ces interfaces, à ces agents. Alors pourquoi on se pose cette question? C'est assez évident, mais c'est que dans la littérature, que ce soit en système d'information, en digital, bon, première idée, les gens préfèrent les interactions orales aux interactions écrites, globalement. Ok. La voix, une de ses dimensions, c'est ce qu'on appelle la prosodie, et c'est son aptitude à traduire, à faire passer des émotions, et c'est plutôt des choses importantes en termes de pouvoir de conviction. Et puis, et ça ce sont des travaux des années 60-70, en IHM justement, interface homme-machine, où on a montré que clairement, quand on dote d'une voix un programme informatique, un agent virtuel, tout ce que vous voulez, voire un ordinateur, eh bien les gens, dans les relations qu'ils vont entretenir avec cette interface, se comportent comme ils se comportent avec des humains. Alors ça, c'est très intéressant, parce que moi j'ai actuellement un doctorant qui travaille sur ce qui va peut-être apparaître partout dans nos foyers. Pour l'instant, c'est un peu minimaliste, mais vous savez, c'est les assistants vocaux. Hein, Alicia, OK ou OK Google, avec des gens qui parlent à leur enceinte vocale. Et donc, bien évidemment, il y a des types de voix qui vont passer plus que d'autres. Aux États-Unis, c'est vraiment très développé. Nous, pour l'instant, on y va à pas feutré, mais je pense qu'à un moment donné, il y aura un marché là-dessus.
Et donc, voilà, ces interfaces dotées de voix sont assimilées à des êtres humains. Et vous aviez peut-être vu ce film avec Joaquin Phoenix qui s'appelait R, H-E-R, il y a maintenant peut-être 10 ans, et il tombait amoureux de son interface qui portait la voix de... quelle actrice? C'est elle, Charles Theron ou... Bon, enfin une autre. Bon, voilà, j'ai oublié. Oui, voilà. Et donc, ça veut dire qu'il se passe bien quelque chose. Alors nous, on a fait... Ça va être quasiment la fin de mon exposé. On a travaillé pour la GMF. Ils avaient déjà choisi leur agent virtuel. Bon, donc la GMF, c'est pas très sexy, c'est pas très fun ce qui est vendu, mais bon, c'est important, c'est des produits de retraite, on prépare sa retraite, voire plus, hein, l'épargne obsèque, etc., etc. Et donc ils avaient ce petit personnage qu'ils appelaient Prosper, et alors lui, Prosper, par rapport à tous les autres agents que je vous ai montrés avant, il parle. Il est doté d'une voix. Tout à l'heure, le petit personnage de Chloé, pour Artisans du Monde, on communiquait par l'écrit. Là, maintenant, il parle. Et alors, bien évidemment, ça coûte très cher de doter un agent virtuel d'une voix humaine. Pourquoi? Parce que pour qu'il ait cette voix humaine, il faut avoir tout enregistré en amont. D'abord, est-ce que c'est possible de tout enregistrer? Et en tout cas, c'est plus complexe et plus cher que de recourir normalement à ce qu'on fait, c'est de l'intelligence artificielle avec un minimum de mots, et normalement, au fur et à mesure qu'il y a des interactions, le logiciel apprend à construire des phrases. Vous avez ça hein, avec vos SMS, vous avez dû remarquer que quand vous commencez à écrire des phrases, le logiciel vous propose les mots de vos anciennes phrases, hein, et ça marche plutôt pas mal. Bon, ça, c'est ce qui se passe ici. Et donc, on a comparé voix humaine, voix de synthèse, et on voit quand même que la voix humaine, elle est préférée, et que là encore, elle se traduit par des conséquences qui sont fortes. Hein. Ça génère plus de présence sociale, ça veut dire que la présence sociale perçue, c'est le sentiment que je suis sur mon application, je suis sur mon écran, et je ne me sens pas seul. Et rappelez-vous qu'il y a vraiment tout un marché chez les plus de 55 ans, et encore plus chez les personnes beaucoup plus âgées, qui sont prêts à franchir le cap du commerce online, mais moyennant d'avoir, je dirais, ce type d'accompagnement, et de ne pas se sentir isolé au moment de l'acte d'achat. Donc c'est ça qu'on appelle la présence sociale. Là encore, la voix humaine, elle génère plus de confiance envers le site, envers la marque, et tout ça débouche sur des intentions comportementales plus élevées. Et je vous ai mis là, dans le bas de ma slide, le chemin, hein, ce qui se passe dans notre tête. C'est-à-dire, j'entends une voix, cette voix m'aide à dégager, à ressentir un niveau de confiance d'abord envers l'agent, et la confiance que j'ai ou pas envers l'agent, elle s'applique ensuite à la confiance envers le site, et donc la marque, pour déboucher sur des intentions comportementales. Et vous voyez l'intérêt là de tous ces travaux que je vous présente, c'est de comprendre ce qui se passe entre le stimulus marketing, là la voix, et puis le résultat, les intentions. Donc il se passe pas mal de choses, et là encore c'est intéressant pour les managers d'être un petit peu au courant de tout ça. Et puis je suis revenu à travers une ou deux slides, puisqu'on est sur les facteurs sociaux, chez Michel et Augustin. Alors eux, ils ont une dimension là qui s'imbrique avec la RH, avec la culture d'entreprise. Michel et Augustin, ils mettent en scène les coulisses, ils mettent en scène les employés. Et chez Michel et Augustin, on recrute parmi les fans de la tribu les futurs pâtissiers. Hein, c'est-à-dire qu'ils invitent les passionnés de leur marque à passer leur BEP, leur CAP, pour ensuite travailler chez eux. Et le mot tribu qu'on doit à Bernard Kova, qui est loin d'être neutre, eh bien, il l'emploie vraiment, puisque ça, c'est vraiment une capture d'écran. Et c'est quoi la différence entre une tribu et un groupe? C'est que la tribu se caractérise par une dimension affective plus ou moins irrationnelle très forte. Donc, ça en dit long sur les valeurs de cette société. Travailler chez Michel et Augustin, c'est d'abord des passionnés de la marque. Alors, c'est assez intéressant parce que ce côté que certains pourraient juger un peu trop excessif, c'est retourné vers eux parce que ça mettait dans la tête des jeunes diplômés
des attentes un peu idylliques quant au monde de l'entreprise. Or, même si on est chez Michel Augustin, il n'empêche que les relations de travail, leur complexité, les problèmes organisationnels, on va y vivre. Et alors, le curseur avait été mis tellement haut venez dans cette très belle famille, que la satisfaction était d'autant plus forte. Donc ça aussi, c'est des choses très connues en marketing. Et là, c'est embêtant parce que pour récupérer cette baisse de satisfaction, ils vont avoir un peu de travail. Donc là, ils sont en train d'adoucir les angles. Donc, en synthèse de ce que je vous ai présenté, hein, et je réponds finalement aux questions que j'avais posées tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'il existe un marketing de l'expérience dans le domaine du digital? Bien évidemment, et vous voyez que c'est pas du tout une imagination, c'est pas une vue de l'esprit. Vous avez vu tous les leviers d'action qui peuvent être impactés, toutes les variables qu'on connaît très bien en marketing qui peuvent être impactées positivement ou négativement. L'achat, le temps passé, le nombre de pages consultées. Et pour moi, tout ça s'inscrit, et c'est pour ça que c'est bien de dire ça aujourd'hui ici, dans la logique du commerce qui se déroule, qui se poursuit, qui s'adapte aux époques. Mais voilà, pour moi, le commerce de l'expérience, il sera toujours encore, et heureusement dans le physique, il est en train de se développer massivement dans le virtuel, mais les deux sont complémentaires, et quand on joue sur l'omnicanalité, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire, hein, que l'expérience vécue sur un canal se retrouve sur les autres. Voilà, on substance les messages que je souhaitais passer à l'occasion de ce petit exposé. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Merci.